Une vie, une œuvre. Raymond Aron, entre ruse et raison. Une émission proposée par Pascal Werner, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Bien, eh bien, je suis né à Paris. Mon père était professeur de droit. Mon grand-père, que j'ai à peine connu, vendait des textiles. C'est donc typique. Je suis d'une famille juive de Lorraine, ce qui signifie une famille où le patriotisme français est enraciné à un degré extraordinaire. Les grands-pères avaient transformé une petite affaire en une grande affaire. Mon père était déjà un intellectuel et n'avait aucune envie de gagner de l'argent, alors il l'a complètement perdu. Moi, j'ai été un élève de lycée, appliqué, studieux, le type même du bon élève. Puis alors, il y a eu une autre passion dans ma jeunesse, c'est le tennis. Quand j'étais à l'école normale, c'était... je ne dis pas que c'était ma particularité ou mon titre de gloire, mais enfin, c'est ce qu'il y avait de plus surprenant pour un normalien. Raymond Aron se définissait lui-même comme un penseur critique. Et comme chez tous les penseurs, il y a chez lui une étonnante continuité d'obsessions. Ces obsessions, ce sont le fanatisme religieux, le fanatisme des idées, et c'est l'obsession de la guerre. Ces obsessions, bien sûr, elles remontent à l'enfance, l'affaire Dreyfus et la guerre de 14. Il se reprochera plus tard d'avoir été assez indifférent. Et pourtant, l'empreinte était là qui fera de lui, à l'annonce de la Seconde Guerre mondiale, un résistant de la première heure. Alors, si l'on fait de Raymond Aron un sceptique ou un libéral, en ajoutant simplement authentique, on passe à côté de quelque chose qui est beaucoup plus que cela, et qui est une sorte de discipline de l'intelligence pour démêler les ruses de la raison. Parce que pour penser contre le fanatisme et la guerre, il faut une antidote à ce qui les nourrit, et ce qui les nourrit pour lui, ce sont les débordements de la pensée prophétique ou religieuse. Il y a quelques mois, en 1982, alors que ce livre était presque terminé, je reçus d'un des anciens de cette école quelques pages d'un petit livre qu'il ne se proposait pas de publier et dans lequel je figure, livre des souvenirs d'une vie. Raymond Aron, sur un corps comme désarticulé, un visage caricatural comme un masque, oreilles décollées, nez busqué, bouche à la fois ironique et amère, vient d'exposer avec la froideur du détachement sur la relativité en histoire, la fragilité de la démocratie, l'incertitude de l'avenir de l'humanité, des vues qui indignent le massif Victor Bache. Celui-ci, dont tout le corps tremble, clame d'une voix de tribun son inébranlable conviction. La liberté est née en Grèce, elle n'a cessé d'éclairer l'homme dans sa marche, elle est une lumière qui ne s'éteindra jamais, elle l'emportera. Son interlocuteur lui répond avec une courtoisie glacée que rien n'est décidé à l'avance, que rien n'est acquis, que tout au plus peut-on considérer, mais c'est concédé du bout des lèvres, comme par lassitude, qu'à très très long terme, peut-être, la raison et la morale pourraient surmonter par leur cohérence, plus efficace et plus solide que les passions et la violence. C'est évidemment Raymond Aron qui a raison. Raymond Aron, Mémoire, 1983. Moi, j'ai connu Raymond Aron très peu de temps après la Libération. Je l'ai rencontré parce que c'était un ami de Clara Malraux avec qui j'étais lié. Et à l'époque, j'étais en occupation en Allemagne. Edgar Morin. Je lui dis quelque chose dans la conversation, parce que j'avais été en Allemagne de l'Est. Je dis au moins, ils ne recommenceront pas l'expérience de la démocratie formelle. Et là-dessus, Aron sarcastique me dit « Ah oui, c'est ça la démocratie réelle, avec les soldats russes qui violent les femmes, etc. » Et cette phrase m'avait beaucoup frappé, parce que je veux dire qu'en mon fort intérieur, je n'avais pas trouvé un barrage. Et puis... Bon, c'était quelqu'un qui était connu. Moi, je l'ai lu, du reste étudiant, avant, pendant la guerre, sous l'occupation. J'ai lu son petit livre sur les sociologues allemands. J'ai lu son livre magnifique, L'introduction à la philosophie de l'histoire. Et moi, l'Aron, donc, que j'avais
que je connaissais, qui me plaisait beaucoup. C'était un Aron qui avait plongé dans la pensée allemande, avec tout ce que la pensée allemande recèle de richesse, voire d'un certain sens du vécu, presque romantique, par rapport à la pensée française, surtout la pensée sociologique qui est toujours plus sèche, plus cartésienne. Et ce qui m'avait surpris, c'était de voir que cet Aron qui m'introduisait dans cette pensée allemande était quelqu'un que je connaissais après, qui est devenu un hyper-français, une sorte de voltairien, quelqu'un qui a un esprit extrêmement analytique et qui désormais refuse tout romantisme. Mais je pense, si vous voulez, que de même que Voltaire, si vous voulez, ne comprenait pas Rousseau et disait de Rousseau, il veut nous faire marcher à quatre pattes, pensait que le thème de nostalgie de la nature perdue était quelque chose de ridicule, que c'était de la sentimentalité, de l'abêtissement. De même, Aron, par rapport à cette formidable mythologie qui a saisi le monde moderne, et notamment les intellectuels, ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre le sens profond. C'est toujours le grand problème. Bon, les mythes, ou bien on les considère comme des pures sornettes et des pures sottises, n'est-ce pas, ou bien on considère que derrière ces sornettes ou ces sottises, il y a des besoins très très profonds. Bon, moi j'admirais Aron dès cette époque, et j'ai continué du reste à l'admirer tout le temps, et en plus, comme homme, je le trouvais très attendrissant, très touchant. C'était comme une sorte de grand étudiant qui aimait toujours discuter. Il voulait beaucoup réfuter ce qu'il pensait être erreur. Et donc, ce Aron-là, comme homme, me touchait par son côté juvénile, en dépit de son côté un peu officiel. Comme homme, je l'appréciais, j'appréciais ses idées, mais je trouvais, si vous voulez, que quand il faisait ses articles, bon, il faisait des très bonnes analyses, il avait l'air de prendre l'événement et aussitôt de le clarifier, mais qu'il ne se battait pas avec l'obscurité profonde qu'il y avait dans les événements, dans les choses, dans les phénomènes et dans les idées. Et ça, je vous le répète, ça me semblait d'autant plus remarquable que c'est un homme qui avait plongé dans le romantisme allemand. Mais peut-être que pas justement, cette plongée avait été faite au moment où Hitler avait surgi et tout ce déchaînement de forces démoniaque, que peut-être il avait pris au cours de la guerre quelque chose, une sorte de réserve, et sans doute des événements personnels qui l'ont très durement atteint, lui ont fait peur de tout ce qui est biologique, de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est naturel comme monstrueux. Il a eu quelque chose, une façon d'exorciser ce côté-là. Il s'est réfugié dans un rationalisme d'autant plus indispensable qu'il était un des rarissimes, disons, à pouvoir jouer ce rôle, et à jouer ce rôle de témoin et de Cassandre. Mais en même temps, ce côté obscur, n'est-ce pas, de l'homme, de la philosophie, du monde, de la réalité, il était prêt à le reconnaître, mais il ne s'y intéressait pas tellement. Un jour, sur les bords du Rhin, je décidai de moi-même. Il me souvient que j'écrivis à mon frère Robert, soulevé par la joie de la découverte, une lettre enthousiaste et peu intelligible. En gros, ce que j'avais l'illusion ou la naïveté de découvrir, c'était la condition historique du citoyen ou de l'homme lui-même. Comment français, juif, situé à un moment du devenir, puis-je connaître l'ensemble dont je suis un atome, entre des centaines de millions? Comment puis-je saisir l'ensemble autrement que d'un point de vue, un, entre d'autres innombrables? D'où suivait une problématique quasi kantienne. Jusqu'à quel point suis-je capable de connaître objectivement l'histoire, les nations, les partis, les idées dont les conflits remplissent la chronique des siècles, et mon temps? Ça n'est pas désagréable, Pierre Asner, de vous rencontrer dans ce jardin de la Maison des Sciences de l'Homme. Il fait un peu froid, mais enfin il y a du soleil, on est pas mal. Du soleil, des avions, des travaux, Oui. tout ce qu'il faut pour le calme. De l'entretien. Alors voilà, vous avez séduit Raymond Aron avec Thucydide. C'est lui qui le raconte dans ses mémoires. Je ne sais pas si je l'ai séduit. Ma première rencontre avec lui était plutôt bien autre. C'est que c'est lui qui m'avait séduit quand j'étais arrivé en France en 1948, quand j'étais d'origine roumaine, et j'avais trouvé qu'il était le seul auteur qui parlait des problèmes et des pays que je connaissais d'une manière qui me semblait sensée. Et j'avais toujours eu pour rêve de rencontrer Raymond Aron.
et j'ai réussi à le faire en allant lui vendre une carte du bal de l'école normale. Thucydide, c'est simplement à l'époque où j'avais fini mes études, mais je suivais son séminaire. C'était, je ne sais pas, je pense au début des années 60, et j'avais fait un exposé sur Thucydide qui lui avait beaucoup plu et qu'il évoque dans ses mémoires. Alors, entre parenthèses, quand même, ce qui m'étonne, c'est que venant de Roumanie, vous connaissiez les œuvres de Raymond Aron? Non, c'est en arrivant à l'âge de 15 ans en 1948, je me rappelle encore que par hasard, j'avais vu, je pense que c'était déjà le Figaro, j'avais vu des articles de lui et j'avais lu Le Grand Schisme, livre qui m'avait passionné. J'ai toujours gardé une grande tendresse pour ces livres des années 50 que Le Grand Schisme, Les Guerres en chaîne, qui était à la fois une interprétation des guerres du XXe siècle et une prise de position sur les grands conflits Est-Ouest ou décolonisation. Plus peut-être que pour les grandes synthèses théoriques qu'il a faites après, comme Paix et Guerre ou comme le Clausewitz. C'est vraiment le grand schisme où il y avait cette formule qui est restée vraie jusqu'à présent, paix impossible, guerre improbable. Je pense qu'il était l'homme qui a vraiment compris l'après-guerre et donné la clé de la conjoncture. Et par rapport aux différents espoirs de réconciliation par la détente ou aux différentes peurs de guerre atomique, je pense que le diagnostic d'Aron est resté juste pendant ces 30 ans. Et ce qui m'a fait le découvrir, ce n'est pas tellement le problème de la guerre, c'est le problème du communisme et du totalitarisme. C'était tout simplement l'époque où tous les intellectuels, toute l'intelligentsia était vaguement gauchisante ou marxisante, et se faisait et discutait dans l'abstrait de l'Union soviétique à partir de la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Et où Aron me semblait le seul qui suivait le conseil de Marx, justement, de considérer les États, non pas d'après ce qu'ils prétendent être, mais d'après la manière dont les gens y vivent, effectivement, d'après leur réalité. Et je crois que chez Aron, il y a eu cette double découverte des religions séculières, du totalitarisme et de l'importance de la guerre et de la stratégie qui font son originalité. Peut-être l'intellectuel se désintéressera-t-il de la politique le jour où il en découvrira les limites. Acceptons avec joie cette promesse incertaine. Nous ne sommes pas menacés par l'indifférence. Les hommes ne sont pas sur le point de manquer d'occasions et de motifs de s'entretuer. Si la tolérance naît du doute, qu'on enseigne à douter des modèles et des utopies, à récuser les prophètes de salut, les annonciateurs de catastrophes. Appelons de nos vœux la venue des sceptiques, s'ils doivent éteindre le fanatisme. Raymond Aron, L'opium des intellectuels, 1955. Parmi toutes les vérités irréfutables qu'ils ont eu à ingurgiter, les Ivaniens ont bien assimilé la vérité selon laquelle l'histoire se répète, mais la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. La tragédie a déjà eu lieu, et quant à la farce, elle n'est pas si terrible que ça. Mais cette vérité consolante n'a pas empêché les intellectuels ivaniens de faire dans leur culotte à tout bout de champ. Le chanteur a dit à ce sujet « Au bon vieux temps, cela passait pour du tragique. Un mot de trop, et pour ce crime politique, une balle de plomb venait guérir vos rhumatismes et on avait son nom traîné dans l'immondice. Mais de nos jours, cela s'appelle une farce comique. Pour un écrit, on fait l'asile psychiatrique. Pour une idée, on est classé dans les pédales. Allez vous y retrouver dans un pareil dédale. » C'est génial, dit le frère. Il recopia ce poème dans son agenda et le soir venu, il le lut devant le metteur en scène, le collaborateur, le sociologue, l'acteur et le penseur. Une farce qui se répète régulièrement, c'est justement une tragédie, dit le bavard. Le frère nota cette phrase dans son agenda et l'utilisa par la suite dans un article progressiste. Alexandre Zinoviev, Les hauteurs béantes. Pourquoi s'aveugle-t-on? Pourquoi se trompe-t-on soi-même? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Comment ça fonctionne?
Et je crois que la pensée d'Aron nous laisse aux portes de ce problème. Et je vous dis, c'est pas une carence de sa pensée. Aron n'est pas le penseur universel qui couvre tout le spectre des couleurs de l'arc-en-ciel, disons, de la pensée. Mais je crois qu'il s'est mis dans la partie du spectre qui était celle de la rationalité critique, qui était celle de l'objectivité analytique. Et son rôle était d'autant plus nécessaire qu'il était quasi solitaire, et très dédaigné par l'intelligentsia de gauche pendant longtemps, ce qui le faisait souffrir. Et brusquement, il y a une grande décompression mythologique, et nous entrons dans une époque de basses eaux. C'est-à-dire, il n'y a plus de grands mythes qui promettent le salut terrestre. Alors, c'est à ce moment-là où les gens deviennent désenchantés, pour reprendre un mot très weberien, n'est-ce pas, et sur lequel Aron est très aronien, un mot très 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 beau. Nous vivons dans la conscience qu'on est dans un monde désenchanté arrive, et ceux qui ont été le plus enchantés sont ceux qui comprennent le mieux ce désenchantement, et à ce moment-là, donc, il se crée un mouvement autour d'Aron. L'opium des intellectuels, il n'est pas prophétique dans le mauvais sens du terme. C'est un livre anticipateur, si vous voulez, c'est-à-dire que des gens le lisent plus de 20 ans après et trouvent évident ce qu'il dit. Mais les mêmes personnes, 20 ans avant, n'auraient trouvé ça scandaleux. Mais là encore, il faut dire que malheureusement, en France, ce n'est pas la rationalité d'Aron qui a vaincu, ce sont les mythes qui se sont suicidés eux-mêmes. Pour qui jouez-vous normalement de la musique? Pour Bobby Lapointe. Vous êtes le pianiste de Bobby Lapointe? C'est ça, ouais. Quel effet ça vous fait de jouer du piano comme ça, du jazz sur un grand piano à queue, dans une cour aussi solennelle, celle d'une vieille université comme la Sorbonne? Moi, je trouve ça assez hétéroclite, c'est pour ça que ça m'amuse un peu d'ailleurs. Des incidents aujourd'hui encore, une nouvelle fois des étudiants ont perturbé une soutenance de thèse. Raymond Aron, qui faisait partie du jury, a été insulté aujourd'hui à la Sorbonne. Raymond Aron nous a rappelé les faits. Nous avons fait tout ce qui était possible pour aller jusqu'au bout de la soutenance, puisque nous avons recommencé 3 fois. La dernière fois, les étudiants ont cassé les carreaux et fait un tintamarre épouvantable. À ce moment-là, nous avons bien été obligés d'arrêter la soutenance. J'ajoute que j'avais vu personnellement, hier, le doyen de la faculté des lettres de la Sorbonne, M. Lars Vernias, et que nous étions tombés d'accord tous les deux qu'il n'était pas question de tenir cette soutenance de thèse, soit dans la clandestinité, soit dans le tumulte. Quant aux injures que m'ont prodiguées à la sortie de la Sorbonne quelques dizaines d'étudiants, je juge les injures et les étudiants trop méprisables pour que je leur réponde si peu que ce soit. Monsieur le professeur, pensez-vous qu'il s'agisse d'un regain d'activité et d'agitation à l'intérieur de la faculté de lettres de Paris? À ma connaissance, l'agitation à la Sorbonne n'a jamais cessé. À ma connaissance, ces groupuscules cherchent toutes les occasions de relancer l'agitation. Le fait que, ayant pris certaines positions au mois de mai-juin, je venais pour la 2e fois dans une soutenance de thèse comme rapporteur, a paru probablement à certains agités et à certains enseignants une occasion favorable pour faire un scandale. Quant au scandale lui-même, chacun peut en juger. En effet, à Nanterre, vous le disiez René Marchand, les cours ont pu avoir lieu normalement. Il est vrai que le samedi est un jour creux. Seul signe d'une agitation latente, les inscriptions qui, comme en mai dernier, ont été peintes au goudron sur les murs. Retenons-en 2. Tintin est un suppôt de l'impérialisme, Milou le chien de garde du capitalisme. Et aussi celle-ci, excusez-moi, mais je lis tel que c'est inscrit. Lisez Marcus à haute voix, vous purez de la gueule. La police et l'armée coupent la vie en deux. La police et l'armée coupent la vie en deux. Rive droite, rive gauche, Mai 68. Moi, je suis absolument physiquement transporté par l'événement. C'est-à-dire cette période où tout s'arrête, où l'État s'arrête, où le super-ego bredouille, où tous les gens, même qui ont des maladies psychosomatiques, se sentent bien. Enfin bref, moi j'ai vécu très euphoriquement mai 68. Pas euphoriquement sur le plan de l'idéologie, parce que moi je n'ai jamais cru qu'une révolution allait sortir. D'ailleurs, j'ai fait des articles à l'époque, etc. Mais lui, il a vécu physiquement avec une sorte de répulsion, une sorte d'horreur. Pour lui, c'était quelque chose de barbare. Alors moi, avec Le Fort ou Castoriadis, on était
heureux. On voyait une sorte de jaillissement spontané avec des... Peut-être que j'avais tendance à sous-estimer des aspects déjà gâteux du genre CRSSS, enfin, ou des tas de choses comme ça, que je privilégiais ce qui me semblait beau, émouvant, cette volonté de fraternisation, cette volonté de parler, de communiquer, cette sorte de jaillissement contre une vie qui atomise les gens et qui les enferme. Mais lui, Aron, voyait l'autre chose, voyait dans une société qui finalement était policée, qui allait vers un certain progrès, il voyait l'irruption de la connerie, du désordre, etc. Je ne pense pas que, en effet, l'on doit parler de faculté aux ouvriers ou aux étudiants, mais des facultés à la jeunesse, c'est-à-dire à l'ensemble des travailleurs du pays. Sartre, mai 68. Il me paraît que, dès à présent, on peut revendiquer que les apprentis et les jeunes ouvriers aient au moins 2 jours par semaine où ils puissent venir fréquenter les facultés aux côtés de leurs camarades qui sont en ce moment étudiants. Peu de gens peuvent, à travers son œuvre, savoir l'homme bon qu'il était, et qui est quand même sans aigreur et sans méchanceté, parce que vous avez même des gens qui sont par ailleurs généreux. Sartre était un homme qui s'est montré généreux dans des actes, mais qui était très méchant et très aigre dans ses inimitiés, dans ses rancunes et dans ses polémiques. Alors qu'Aron a continué d'aimer comme un bon toutou son vieux copain de banc d'école, Sartre, n'est-ce pas? Aron, c'était le chien qui retrouvait l'autre. Et il était prêt à le lécher alors que l'autre était prêt à l'insulter. Il a fallu que la bourgeoisie se casse en deux. C'est-à-dire que vous vous désolidarisiez tous de vos pères pour aller du côté des classes qu'ils ont contribué à exploiter. Vous savez, entre Sartre libertaire et moi libéral, il y a bien entendu des possibilités de clash, mais il y a aussi des éléments communs. La jeunesse se fout de nous, dit le neurasthénique. Elle ne connaît même pas notre existence, et lorsqu'elle apprend quelque chose, c'est toujours sous une forme déformée dans un sens ou un autre. Nous n'avons tout simplement aucun contact avec elle. Pourquoi, dit le bavard? J'ai enseigné pendant longtemps et j'ai eu des contacts. Et alors, demanda le barbouilleur. Alors aucun contact, répondit le bavard. Nous ne sommes pas seulement isolés dans l'espace, mais aussi dans le temps. Enfin, il y a tout de même bien eu quelqu'un avant nous, dit le barbouilleur. Oui, dit le bavard. Mais nous l'avons su seulement lorsque nous sommes devenus ce que nous sommes. Mais il y aura tout de même bien quelqu'un après nous, dit le barbouilleur. Oui, mais ils apprendront notre existence s'ils l'apprennent seulement lorsqu'ils seront devenus quelqu'un. Il est d'ailleurs impossible de prévoir ce que ce sera. Hier, j'ai été invité chez le collègue, dit le neurasthénique. On a parlé de la guerre, du patron, de Crocrou, du prétendant, du père la justice, bref, la rengaine habituelle. Quand il y eut un moment de silence, la petite fille du collègue raconta que dans son école maternelle, il y avait une fillette qui n'avait pas mangé sa bouillie et que la maîtresse avait dû la punir. Elle n'avait pas eu droit à la promenade. La jeunesse a ses bouillies et ses punitions. Et elle se fiche pas mal de nous. Mais enfin, il y a quand même une continuité dans les idées, dit le barbouilleur. Il y a seulement que les problèmes sont durables et répétitifs, dit le bavard. Et ensuite, il y a toujours un génie pour voir là-dedans une évolution quelconque. Est-il possible que rien ne laisse de traces, demanda le barbouilleur. Mais pourquoi donc, dit le bavard? Les traces demeurent, mais elles sombrent dans les profondeurs et disparaissent sans laisser de traces. Winthrop, get me the district attorney. Hello, DA? That's ridiculous. I've been in constant touch with Scotland Yard. Winthrop, get me Trinidad. Hello, Dad. I won't be home for dinner. Je souffre, comme me l'expliqua un psychanalyste, du penchant à l'Enthlentest Schuldgefühl, sentiment de culpabilité emprunté. Le comique juif, celui des Marx Brothers parfois, ne me fait pas rire, au contraire. Je me sens à la place de l'être ridiculisé. Well, madam, take this down. Go on, please. I saw your name in the classified.
why I'm here. This case is more baffling than I thought. Tell it to me again. Bon, je ne veux pas encore insister sur ce côté officiel, mais je me souviens, une fois on était à Washington, il y avait un congrès de sociologie, et j'étais à la réception de l'ambassade de France, les sociologues français, comme d'habitude, c'est-à-dire sans cravate. Il me dit, écoutez, vous faites le provocateur, ça vous quand même, vous exagérez. Mais je dis, mais je vous assure, je disais que je ne veux absolument pas provoquer. Avant 68, ça c'était en... Je crois que c'était en 62 par là. Il était à l'intérieur d'un monde où il faut respecter les étiquettes et les rites et penser que ne pas les respecter, c'était une volonté de défi, etc. Enfin, qui dans mon cas était surtout une volonté d'être à l'aise. Des petites choses comme ça. Well, I'd like to help you, but I'm just dripping with offers. Pour revenir à cette question de la pédagogie ou du rôle de prof d'Aron, je ne l'ai connu personnellement que dans le séminaire. Pierre Manant. J'ai retrouvé une sorte d'île qui était vraiment très séparée, non pas des thèmes en discussion en dehors, puisqu'on parlait de ce qui se passait autour de nous très souvent, mais qui était séparée du style intellectuel qui prédominait. Le style intellectuel qui prédominait était caractérisé par l'obscurité. C'était tout de même l'époque triomphante du lacanisme et de l'althussérisme, qui, quels que soient les mérites ou démérites proprement intellectuels des auteurs, n'étaient pas des écoles de clarté, et qui était dominé dans les comportements par l'agressivité d'une part, l'arrogance, les amours-propres exacerbés de l'autre. Donc, sous ces deux registres, le registre de la clarté et le registre, je dirais, de l'aménité, le séminaire d'Aron était effectivement une île dans la société intellectuelle générale qui l'entourait. Aron s'est, en tant que professeur par exemple, conçu nullement comme quelqu'un qui allait exposer l'aronisme, mais comme quelqu'un qui se voulait le médiateur entre les grands auteurs et son public. Là, je fais allusion à la série de cours qui ont donné lieu à la publication des étapes de la pensée sociologique. Ce livre permet de s'orienter dans l'ensemble de la littérature sociologique. C'est un des livres les plus utiles sur la sociologie et donc pour la compréhension des sociétés contemporaines que je connaisse. Néanmoins, il est impossible, avec ce que dit Aron des 7 auteurs qu'il analyse, de faire un 8e chapitre qui serait Aron. Fondamentalement, l'ensemble de mon œuvre, depuis ce que j'ai écrit avant la guerre, c'est-à-dire l'introduction à la philosophie de l'histoire, jusqu'à ce dernier livre qui a paru il y a 8 jours et qui s'appelle Les désillusions du progrès. Radioscopie, 1969. C'est un dialogue avec le marxisme, d'un bout à l'autre de mon existence, sur à la fois les conditions de la philosophie de l'histoire, problème formel, abstrait, et les conditions de la connaissance historique, sur le problème de ce qu'est la société moderne, à la fois sous sa forme socialiste et la forme capitaliste, et quelles sont les conditions de l'action politique et de l'action historique. Si je pourrais dire que l'ensemble de mes livres remplissent les différents chapitres que Marx avait indiqués dans le plan du Capital, écrit en 1857-58, plan du Capital qu'il n'a pas suivi jusqu'au bout, car le Capital tel que nous le connaissons ne représente qu'un petit fragment du Capital qu'il voulait écrire. C'est-à-dire, il ne voulait pas simplement analyser l'économie, mais il voulait, à partir de l'économie, analyser l'ordre social, à partir de l'ordre social, analyser l'État, à partir de l'État, analyser les relations internationales. Bien entendu, je n'ai rien fait de comparable à l'œuvre de Marx, mais je veux dire que mon œuvre, qui a l'air dispersée, a une unité. L'unité, c'est le projet scientifique de comprendre la société moderne et de comprendre comment on la comprend. Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. Celui qui, pouvant gagner 10 shillings par jour en travaillant, se promène ou reste dans sa chambre à paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, que sa paresse, ne lui coûtent que 6 pence, celui-là ne doit pas se borner à compter cette seule dépense. Il a dépensé en outre, jeté plutôt,
5 autres shillings. Souviens-toi que le crédit, c'est de l'argent. Souviens-toi que l'argent est par nature générateur et prolifique. L'argent engendre l'argent. Ces rejetons peuvent en engendrer davantage et ainsi de suite. 5 shillings qui travaillent en font 6, puis se transforment en 7 shillings 3 pence jusqu'à devenir 100 livres sterling. Plus il y a de shillings, plus grand est le produit chaque fois, si bien que le profit croît de plus en plus vite. Celui qui tue une truie anéantit la descendance jusqu'à la 1000e génération. Celui qui assassine une pièce de 5 shillings détruit tout ce qu'elle aurait pu produire, des monceaux de livres sterling. Conseil à un jeune commerçant, Benjamin Franklin, 1741. Je crois que les deux principaux auteurs pour Aron, c'était ceux qui l'ont intéressé le plus longuement et le plus profondément, c'était Weber et Marx. Tocqueville, d'une façon plus occasionnelle, partielle et avec moins d'engagement de l'âme, si je peux dire, derrière. Mais je dirais que les thèmes de Tocqueville l'intéressaient moins ou le fascinaient moins que les thèmes de Marx ou de Weber. Il était assez étranger à toute une partie de la pensée de Tocqueville et même il leur était hostile. Vous savez que c'est un des thèmes de la pensée de Tocqueville, c'est même l'impulsion première de sa pensée, que l'inquiétude devant les développements de l'égalité démocratique et devant les conséquences de cette obsession de l'égalité, de la similitude entre les hommes qui accapare l'âme des sociétés démocratiques. Et Aron, de ce point de vue-là, n'avait pas cette crainte. Aron était, je dirais, démocrate sans état d'âme. Vous savez, c'est très intéressant et très suggestif dans son livre sur les 18 leçons sur la société industrielle, de lire successivement ce qu'il écrit sur Marx, ce qu'il écrit sur Tocqueville, ce qu'il écrit sur Auguste Comte. Parce que là, il présente les trois grandes analyses du XIXe siècle sur l'essence de la société moderne. Marx disant la société moderne, c'est le capitalisme et la lutte des classes. Auguste Comte disant c'est la société industrielle. Et Tocqueville disant c'est la démocratie. Et là, Aron n'était ni de l'avis de Marx, ni de l'avis de Tocqueville, il était de l'avis d'Auguste Comte. Tout cela pour dire que, d'une certaine façon, même si les noms d'Aron et Tocqueville sont souvent rapprochés, c'est justifié si l'on veut dire qu'Aron a beaucoup contribué au crédit retrouvé ou trouvé de Tocqueville, c'est moins vrai si l'on s'attache au moteur de sa pensée. Il a une jolie formule à ce propos, il dit « J'ai toujours eu plus d'intérêt pour les obscurités du capital que pour la prose limpide et triste de la démocratie en Amérique. » Ni la catastrophe prophétisée par Marx, ni le despotisme tutélaire de Tocqueville ne se sont réalisés. Pas davantage l'ambition prométhéenne de reconstruire l'ordre social sur des bases nouvelles et selon une justice égalitaire ne s'est accomplie. L'écart me paraît plus grand entre le rêve des marxistes d'avant 1917 et la réalité du régime soviétique qu'entre le rêve américain et la réalité des États-Unis d'aujourd'hui. Survivance d'un autre âge, la liberté politique qui a survécu en intégrant à une constitution libérale une partie substantielle des droits sociaux ou libertés réelles impliquées par la revendication socialiste, résistera-t-elle demain à la technicité croissante des problèmes, à la passivité du consommateur de biens, à la culture de masse? L'affaiblissement des idéologies qu'a provoqué le demi-succès de la synthèse démocratico-libérale annonce-t-il la mort du citoyen? Raymond Aron, Essai sur les libertés, 1965. Vous voyez la vie trop en noir, dit le journaliste. Partout et toujours, les gouvernements utilisent la politique de la carotte et du bâton. Vous avez déjà eu droit au bâton, attendez-vous maintenant à recevoir la carotte. Vous avez raison, dit le neurasthénique, mais vous ne tenez pas compte d'une de nos particularités. Vous supposez que la carotte et le bâton échouent également aux mêmes personnes. Mais nous sommes des personnes imaginaires d'un pays imaginaire. Chez nous, les uns reçoivent des coups de bâton, les autres ont droit à la carotte.
Et quand les carottes sont distribuées, les premiers reçoivent encore des coups de bâton. Vous parlez de nous autres Ivaniens comme si nous nous trouvions tous dans la même situation et comme si nous n'avions pas entre nous des rapports inter-Ivaniens. Et cependant, presque tous ceux à qui vous avez affaire et qui se plaignent devant vous de leur triste sort appartiennent justement au milieu qui possède les carottes et qui tiennent le bâton. Non, il n'aimait pas du tout sa personne parce qu'il disait Marx est méchant. Il avait beaucoup étudié sa biographie et il considérait que l'homme était absolument épouvantable. C'était un attrait pour, je dirais, ce mélange étrange entre la grande philosophie européenne et la réalité politique et sociale et économique. C'est qu'en Marx, il y a une espèce de concentré des énergies philosophiques et des énergies politiques et des ambitions économiques des sociétés modernes. Et ce mélange obscur, dangereux, le fascinait. Oui, je crois que peut-être aussi ce qui le fascinait, c'est le côté, c'est une formule qu'il emploie à propos de Thorstein Veblen, c'est le côté, promeneur solitaire. De 40 ans à 70 ans, il a été relativement ostracisé dans la vie intellectuelle en France, et du coup, il s'est identifié à tous les promeneurs solitaires intellectuels. Oh, les promeneurs solitaires, non, ça vous romantisez Aron là dans ça. Il aimait bien ceux qui ne, effectivement, par exemple, vous parliez de Veblen, il aimait bien ceux qui, dans un milieu culturel homogène et un petit peu oppressant, prennent une direction personnelle et suivent une voie indépendante. Cela, c'est vrai. Isolé, lui aussi, par sa révolte, contraint par l'exil à n'avoir d'autre profession que celle de journaliste occasionnel ou de révolutionnaire professionnel, Marx, selon les circonstances, écrivait en savant ou en prophète. Il animait tous ses écrits par l'éloquence de ses invectives ou de ses anticipations. Veblen, extérieur à toutes les communautés, adopta un ton de détachement ironique, sans jamais prendre part à la mêlée, affectant l'attitude du spectateur pur. Lui mettait sa confiance dans le dieu évolution, incarné par la discipline de la machine ou l'instinct artisan enrichi par la science, pour changer en or pur le plomb vil. Ce dieu n'exigeait ni les mêmes concours, ni les mêmes sacrifices que le dieu révolution ou prolétariat. Raymond Aron avait voulu Veblen, préface à la théorie de la classe de loisirs. Transfert, contre-transfert, autoportrait. Oui, je dirais que n'importe quel bourgeois, pas seulement intellectuel, peut, dans une circonstance, avoir peur et détester dans ces hommes du peuple l'ennemi. 20 février 1980, Jean Montalbetti interviewe Raymond Aron sur Alexis de Tocqueville. Vous vous souvenez certainement d'un passage des Souvenirs où il dit « Voici cette ville pleine de richesses, livrée au peuple et qui respecte toutes les richesses qu'il pourrait prendre. » En d'autres termes, il y a les moments où il y a le noble ou l'homme riche ou le bourgeois un peu terrifié par la foule, et d'un autre côté, il y a un homme qui n'a jamais méprisé les hommes. Vous connaissez comme moi la correspondance avec Gobineau. Alors, il avait en face de lui un homme qui véritablement détestait et méprisait les hommes et le peuple. Et les réponses de Tocqueville, c'est le refus du mépris des hommes et le refus des foules. Cela dit, vous savez bien que les foules enfiévrées sont effectivement dangereuses et qu'il n'y a aucune raison qu'un intellectuel aime les foules enfiévrées lorsque lui-même est au milieu de ces foules. Je sais bien que Sartre, dans la critique de la raison dialectique, a décrit les journées révolutionnaires comme le début de l'humanité, la création de l'humanité par la révolte. Je ne suis pas absolument sûr que si Jean-Paul Sartre avait été au milieu de ces journées révolutionnaires, il aurait été aussi enthousiaste qu'en écrivant ces pages dans la critique de la raison dialectique. C'est une autre question. Mais c'est vrai, Tocqueville et moi, si j'ose dire, nous ne croyons pas beaucoup aux utopies, au messianisme, et nous craignons
les retombées réelles et historiques des espérances indéfinies. En ce sens, nous avons été, lui d'abord et beaucoup d'autres après, sceptiques sur le bien que faisaient aux sociétés ces révolutions et, disons, ces représentations de la transformation totale de la société par un coup d'État ou par la violence. Et ajouter, il y a des hommes de gauche, il y a des sociologues comme Durkheim qui croyaient que les révolutions ne transformaient pas en profondeur les sociétés et que de ce fait étaient plutôt hostiles aux révolutions violentes. C'est pas seulement Tocqueville, héritier d'un compagnon de Guillaume le Conquérant, c'est aussi Durkheim, sociologue, ami de Jaurès, qui mettait en doute l'efficacité et la fécondité des révolutions violentes. Ce qu'on appelle la froideur de Raymond Aron relève d'une erreur d'analyse absolument grossière. Enfin, vraiment, tous les gens qui présentent Aron comme un personnage hautain, froid, une espèce de professeur qui donne des leçons, ce sont des gens qui soit n'ont pas lu Aron, soit l'ont très mal lu. Jean-Louis Missika, co-auteur avec Dominique Volton du Spectateur engagé, 1981. Il y avait chez Aron une inquiétude. Et c'est en ce sens que je trouve qu'il était passionné aussi, mais c'était une passion d'un genre tout à fait particulier, c'est la passion de la raison en politique. Et lui, il s'était fixé comme objectif justement de penser la politique de la façon la plus rationnelle possible. Et c'est un objectif d'une très haute tenue intellectuelle, je pense. Alors, dans ce livre, dans votre rencontre, vous avez, Volton et vous, un petit côté procureur 68 art, qui lui demandait un peu raison de tout ce qu'il a fait. Oui, enfin, je récuse le mot de procureur. Hein. Je pense simplement que dans un dialogue, quand on interroge quelqu'un, il faut nécessairement essayer de le titiller un peu, de le mettre en colère. Hein. Et je crois qu'effectivement, à 2 ou 3 moments, on a mis Aron en colère. Oui, vous me poussez. Sur la guerre d'Algérie, par exemple, il n'était pas content du tout. Ça, je m'en souviens très bien. Ça se voit d'ailleurs plus à l'image que dans le texte, parce qu'à l'image, il y a la colère qui apparaît comme ça, je veux dire, dans l'ensemble du visage. Oui, parce qu'il était contre la guerre d'Algérie, alors qu'il est passé pour un homme qui avait été louvoyant. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'était à propos de la torture là qu'on avait eu cet accrochage et Aron répondait quelque chose qui est classique chez lui dans sa pensée, mais enfin qu'il a été dit avec force qu'il n'était pas une belle âme et qu'il laissait, il disait qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'on est contre la torture, est-ce que vous avez rencontré déjà quelqu'un qui est pour, et que lui s'intéressait aux conditions de mettre fin à la fois à la torture pratiquée par l'armée française et au terrorisme pratiqué par le FLN, et que donc on retrouvait là ce que je disais tout à l'heure, à savoir la volonté de penser la politique dans ses conséquences. Vous savez, il utilisait très souvent l'opposition de Max Weber entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité, et lui se situait entièrement du côté de l'éthique de la responsabilité, et je dirais qu'il avait une ironie assez profonde à l'égard de ces intellectuels qui prenaient position pour exprimer leur indignation sans se soucier du tout des conséquences de cette indignation. Vous lui avez dit, écoutez, au fond, est-ce que vous n'avez pas passé votre temps avec vos amis de gauche à tenir des propos de droite, tandis que quand vous étiez dans l'univers des hommes de droite, vous avez tenu des propos de gauche? Et très surpris, il vous a répondu, ah, tiens, c'est la première fois qu'on me définit comme ça, et on sent qu'il a été soulagé. C'est-à-dire que Aron, il a été soulagé parce qu'il n'aimait pas tellement les conservateurs, enfin les conservateurs purs et durs, vous voyez, je veux dire ceux qui considèrent par exemple qu'il y a des différences, des inégalités d'essence entre les êtres humains. Voilà, c'est une pensée qui lui est complètement étrangère. De ce point de vue-là, c'est un libéral authentique, enfin c'est vraiment le libéral tocquevillien, quoi, sur le plan de la philosophie politique. Moins pessimiste que Tocqueville. Moins pessimiste, c'est vrai. Il est évident, quand on regarde un peu son itinéraire, qu'il a passé son temps à dire des choses à ses amis politiques, enfin à ce qu'on peut considérer comme ses amis politiques, c'est-à-dire la droite et le centre-droit français, gaulliste ou giscardien ou centriste, des choses tout à fait désagréables et qui les irritaient profondément. Sur la guerre d'Algérie, on n'a même pas pu publier les bonnes feuilles de son livre La tragédie algérienne dans le Figaro. Il a fallu que ce soit Le Monde qui les publie. Il était interdit de guerre d'Algérie dans le Figaro, si je puis dire. De ce point de vue-là, c'était l'éditorialiste tel qu'on peut le rêver, à la limite. Enfin, je veux dire, et je crois que la presse française a perdu un homme tout à fait hors du commun en Raymond Aron, c'est-à-dire, il n'a jamais écrit d'éditorial ou d'article, soit de complaisance, soit guidé
par l'idée que même s'il y a du mensonge là-dedans, il faut quand même faire un papier pour soutenir, hein, parce qu'il y a un esprit de parti qui doit entrer en ligne de compte. Je crois que son souci de la vérité était de loin ce qui le guidait. La prophétie nietzschéenne, de grandes guerres se livreront au XXe siècle pour la domination du monde au nom de philosophies rivales, se confirme devant nos yeux depuis plus d'un demi-siècle. Les analystes de la politique mondiale, et plus encore les hommes d'État français, se trompèrent durant les années 30 parce qu'ils s'obstinaient à voir l'Europe au centre de l'univers, à considérer le Troisième Reich comme une modalité, à peine originale, de l'empire wilhelmien, à ne pas croire que l'Union soviétique différait en nature de la Russie tsariste. Les journalistes d'aujourd'hui apprennent, dans les écoles de journalisme, des talents, des trucs, des techniques que n'importe qui apprend en quelques mois sur le tas. En revanche, ces écoles n'enseignent pas l'essentiel. L'histoire et la culture des peuples, la théorie et la pratique de Lénine et de Staline, le fonctionnement de la Constitution américaine. Si la lecture du journal est la prière du matin de l'homme moderne, selon la formule de Hegel, alors le journaliste se trouve investi d'une tâche weltgeschichtlich, à un niveau inférieur. Il doit insérer l'événement dans le réseau planétaire et du même coup lui donner son sens et sa portée. J'étais parfaitement indifférent à mes origines juives parce que mes parents déjà n'étaient plus pratiquants ni religieux. Je crois n'être jamais allé au temple, peut-être une fois ou deux pendant toute ma jeunesse. Et sauf quelques cris de camarades, sales juifs, etc., qui ne me touchaient pas, je n'avais pas réellement pris conscience de ma judéité, comme on dit aujourd'hui. Et le choc pour moi, l'expérience profonde, ça a été l'Allemagne et l'Allemagne hitlérienne. J'ai été en Allemagne pour la première fois en 1930, comme lecteur à l'université de Cologne. Et le mouvement hitlérien, en septembre 1930, a eu son premier grand succès. 107 députés élus au Reichstag. Et alors l'antisémitisme hitlérien m'a fait prendre conscience de mon judaïsme ou de ma judéité, en ce sens qu'à partir de ce moment-là, j'ai tenu à l'affirmer avec, non pas de manière agressive, mais j'ai eu peur de donner aux autres le sentiment que je dissimulais ma judéité. Est-ce qu'on pouvait dire que c'était un autre aspect du racisme? Chez moi? Oui. Non. Non, parce que j'ai horreur de fuir mon destin, j'ai horreur de fuir les charges que la vie telle qu'elle est peut m'imposer. Et le fait que je sois juif n'est pour moi, je l'ai écrit, ni une raison de fierté, ni un motif d'humiliation. Être juif, bon, c'est être ceci comme on peut être autre chose, mais à partir du moment où il y a eu des millions d'êtres qui ont péri parce qu'ils étaient juifs, à partir du moment où le terme est considéré comme infamant par une partie de la population, je ne veux pas fuir ceux qui sont mes coreligionnaires, que je le veuille ou non. Je dis toujours coreligionnaire entre guillemets, parce que je ne suis pas croyant, que je ne suis pas religieux, et qu'il y a quelque chose d'artificiel à dire que je suis co-religionnaire alors que je n'appartiens pas à cette religion. Mais peu importe, je ne sais pas comment dire. D'une certaine manière, je ne voudrais pas rougir si je me retrouvais devant mon grand-père qui était la première génération sortie du ghetto. Je ne veux pas fuir cela, je ne veux pas fuir mes ancêtres, c'est tout. Ce qui s'est passé, en fin de compte, c'est qu'Aron a été confronté très fort à des événements qui ne pouvaient pas ne pas remettre en cause cette conception du judaïsme ou de l'être juif. Contrairement à cette génération qui était la génération qui l'a précédée, et s'inscrivant dans une tradition qui est quand même une
très vieille tradition en France des grands intellectuels d'origine juive, français, et ayant adhéré au positivisme ou au rationalisme, des gens comme Léon Brunswick, des gens comme Émile Durkheim, des gens comme ça, quoi. Marcel Mauss, Elia Lévy, enfin toute cette lignée dans laquelle il se situe. Tout à fait. Mais je crois que c'est quand même dans les années 60 qu'il a non pas réglé ce problème, mais qu'il a constitué sa position. C'est-à-dire les deux grands articles qu'il a écrits, l'un qui s'appelle Les Juifs et l'autre qui s'appelle Les Juifs et l'État d'Israël. Et c'est là-dedans qu'il a quand même constitué sa position. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il s'est trouvé confronté dans notre dialogue à des gens qui n'avaient pas connu l'atmosphère des années 30, ni l'atmosphère des années 40, par définition, puisque nous sommes nés après, et qui lui disaient « mais enfin c'est quand même invraisemblable, vous tenez une revue à Londres qui s'appelle La France libre et on n'y trouve pas la moindre ligne sur le statut des Juifs, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je crois que dans ses mémoires, il est revenu là-dessus en disant qu'effectivement, il considérait aujourd'hui qu'il avait sans doute insuffisamment écrit sur le problème de l'antisémitisme vichysois. C'est-à-dire quand il était à Londres à propos de ce qui passait à propos des Juifs en France. Mais il l'a dit lui-même, c'était le temps du soupçon, c'est-à-dire dans les années 30, quand il rentre d'Allemagne, alors même qu'il a compris ce que c'était que Hitler, qu'il a compris qu'on avait basculé et qu'on allait vers la guerre, parce qu'il est juif, il est suspect. C'est-à-dire, comme Hitler persécute les juifs, si jamais vous êtes français et juif et que vous essayez de mobiliser vos concitoyens en leur disant « attention, nous allons vers la guerre », on dira « ah oui, mais c'est parce qu'il est juif qu'il dit ça ». Et ça, je crois qu'il l'a très bien décrit, aussi bien dans Le Spectateur que dans les mémoires. Il y avait une espèce d'impossibilité pour lui, parce qu'il était juif, de dire ce qu'il pensait, de dire jusqu'au bout sa pensée sur le phénomène national-socialiste. La méfiance envers les gens était le trait essentiel du caractère de Yossif Djougashvili. La méfiance était son point de vue sur le monde. Il ne s'était pas fié à sa mère, il ne s'était pas fié non plus à ce Dieu devant lequel pendant 11 années de sa jeunesse il avait incliné la tête vers les dalles du séminaire. Plus tard, il ne s'était pas fié davantage à ses propres camarades du parti, et surtout à ceux qui parlaient bien. Il ne se fiait pas à ses compagnons d'exil. Il ne faisait pas confiance aux paysans pour semer le grain et récolter des moissons s'ils n'y étaient pas forcés et si leur travail n'était pas surveillé. Il ne faisait pas confiance aux travailleurs pour travailler si on ne leur fixait pas des normes. Il ne faisait pas confiance aux membres de l'intelligentsia pour construire et non détruire. Il ne faisait pas confiance aux soldats ni aux généraux pour se battre sous la menace des régiments pénitentiaires et des détachements de sacrifiés. Il ne se fiait pas à ses intimes, il ne se fiait pas à ses épouses, ni à ses maîtresses, il ne se fiait pas à ses enfants, et toujours, il avait découvert qu'il avait raison. Il s'était fié à un être, un seul, dans toute une vie de méfiance. Aux yeux du monde entier, c'était quelqu'un qui passait pour aussi décidé dans ses amitiés que dans ses inimitiés. Seul parmi les ennemis de Staline, il avait brusquement tourné kazakh pour lui offrir son amitié. Et Staline lui avait fait confiance. Cet homme, c'était Adolf Hitler. Staline avait regardé avec approbation et ravissement Hitler soumettre la Pologne, la France et la Belgique, tandis que ses avions obscurcissaient le ciel d'Angleterre. Molotov était rentré de Berlin effrayé. Ses officiers de renseignement avaient signalé que Hitler rassemblait des forces dans l'Est. Hess s'était enfui en Angleterre. Churchill avait mis en garde Staline contre la possibilité d'une attaque. Tous les choukas des fougères de Biélorussie et des peupliers de Galicie criaient à la guerre. Toutes les femmes sur les marchés prédisaient la guerre d'un jour à l'autre. Staline seul demeurait inébranlable et sans inquiétude.
Il avait cru Hitler. Cela avait bien failli lui coûter sa peau. Alors maintenant, à tout jamais, il se méfiait de tout le monde. Alexandre Solzhenitsyn, Le premier cercle. Penser contre le fanatisme et penser contre la barbarie de la guerre, ce sont les obsessions de Raymond Aron, des obsessions qui sont là depuis l'enfance. Est-ce que l'on sait que Guerre et paix entre les nations, écrit en 1961, prend presque en surimpression le titre d'une lecture de jeunesse, Guerre et paix, de Tolstoï. Et cette obsession s'amplifie après la guerre, dans les années 50, dans les années 60, jusqu'à sa mort. Aron, c'est l'objection que justement on lui faisait, c'est est-ce qu'il n'y a pas avec le terrorisme, la guerre civile, beaucoup de violence à l'intérieur des États? Est-ce que le monopole de la violence légitime, définition de la légitimité chez Max Weber que Aron suivait, vaut encore? Et inversement, est-ce qu'avec les armes nucléaires, il n'y a pas un état de paix forcé qui fait que la guerre entre les États est devenue impossible? Son diagnostic, sur le plan philosophique, on le trouve très bien dans certains textes, notamment dans le recueil Dimension de la conscience historique, où il dit, voilà, il y a les deux processus, le progrès technique, le changement des valeurs liés à la société industrielle, et puis le drame éternel, thucydidien, des hommes et des États qui s'affrontent. Alors, est-ce que c'est le procès de pacification qui l'emportera sur le drame, ou est-ce que c'est le drame des rapports entre États qui utilisera la technique pour aboutir à la catastrophe finale? Il n'en savait rien et il disait qu'il n'en savait rien. Ni l'histoire, ni la morale ne nous donnent une clé, une manière d'échapper au dilemme. Nous serons toujours dans le dilemme entre la nation et l'humanité, entre ce que nous devons faire aujourd'hui en période normale et ce que nous ferions si la dissuasion échouait en des périodes extrêmes. Je crois que fondamentalement, c'est sur le plan du sort du monde, ces livres s'achèvent toujours par un point d'interrogation. L'humanité est raisonnable, mais les hommes le seront-ils? On n'en sait rien. Et le grand schisme, justement, se termine par cette phrase, disons, cessons de rêver et retournons à la tâche quotidienne. Paix et guerre entre les nations s'achève par une partie intitulée Praxéologie, qui est que devons-nous faire? Et donc il savait très bien que ce qu'il disait, que toute sa synthèse ne constituait pas une réponse au problème moral, mais mettait l'homme en face de ses responsabilités auxquelles seule la prudence pouvait répondre. Pierre Manant, ce que vous préférez, vous, chez Raymond Aron, c'est un article qui s'appelle « Le fanatisme, la prudence et la foi », qui est un article assez peu connu. Alors pourquoi ? J'avais été très impressionné par une ou deux phrases de cet article, je me rappelle, où après avoir critiqué Merleau-Ponty et Sartre et leur attitude dénonciatrice de nos sociétés au nom de la misère du monde, Aron a quelques formules du genre « Nous, que la misère des hommes n'empêche pas de vivre, qu'elle ne nous fasse pas déraisonner ». Et je crois que là, nous avons une des sources de la modération d'Aron, et je veux dire une des sources de son refus de se laisser entraîner par les grands sentiments. Parce que l'expérience du siècle, c'est tout de même, en particulier dans les mouvements révolutionnaires, la fabrication de machines despotiques au nom de grands sentiments. Et puis c'est aussi quelque chose qui est de notre ordre, mais qui est psychologiquement très important, c'est que Aron dit en substance que des passions ou des sentiments, c'est pas la peine de se forcer à en avoir, on en a toujours. Donc le problème, c'est de les modérer, le problème, ce n'est pas d'en avoir. Et Aron était passionné, naturellement. Mais vous voyez cette idée, des passions, on en a toujours, le problème, c'est de les modérer. Ça a l'air comme ça, plat, banal, mais à mon avis, c'est profond. L'enthousiaste m'a traité de sophiste et de scolastique. Là-dessus, le blagueur est arrivé et la conversation a changé de cap.
Il y a beaucoup d'étrangers ici, fait-il remarquer. Il faut qu'ils s'organisent en parti, qu'ils entreprennent la lutte pour le pouvoir. Une fois qu'ils en sont emparés, ils chasseront tous les Allemands d'Allemagne. Excellente idée, dis-je, parfaitement réaliste. Je vous assure que les Allemands eux-mêmes voudront entrer dans ce parti. Ils éprouvent un tel sentiment de culpabilité et de honte à l'égard des Allemands. Et puis seuls les Allemands sont capables d'organiser convenablement l'expulsion des Allemands d'Allemagne. Stupide, s'indigne l'enthousiaste. Comment peut-on chasser un peuple de son propre pays? C'est très simple. L'expérience est là pour nous le prouver. Souvenez-vous de la Prusse orientale. Et qui mettrez-vous à la place des Allemands? Des Juifs, bien sûr, et des Arabes. Ils s'entretueront. Mais c'est pas une mauvaise chose. Il y a aussi les Allemands d'Union soviétique et d'Allemagne de l'Est. Et où flanquerez-vous les Allemands que vous aurez chassés? En Sibérie. Il y a de la place pour tout le monde là-bas. Mais si vous déplacez les Allemands d'Allemagne, le pays tombera en décadence et les étrangers le quitteront. Magnifique, nous y réinstallerons les Allemands. Et après ça, on pourra vivre en paix à l'aise. Pour sympathiser avec l'attitude de Clausewitz entre 1806 et 1815, un Français n'a qu'à se souvenir de ses propres expériences entre 1940 et 1945. Non que je veuille comparer Napoléon à Hitler. Le patriote allemand n'en résistait pas moins à la domination de la France sur l'Europe. Résistant, Clausewitz a refusé la paix d'abdication avec une éloquence qui émeut les hommes de ma génération. Cette paix qu'apporte la soumission, je la refuse à jamais. Si je ne puis vivre libre et respecté en citoyen, Bürger, d'un État libre et respecté, et jouir dans tes bras des fruits d'or de la paix, alors qu'elle fuit pour toujours de mon cœur. Après la catastrophe, prisonnier en France, il écrit à sa fiancée le 28 juin 1807. « Il n'est rien que je ne craigne autant que la paix. Plus fort sera le désir de la conclure, et plus elle sera dangereuse. C'est le sommeil d'un homme qui est en danger de perdre la vie dans un froid qui le paralyse. Mon vœu le plus pressant est que cet épilogue prenne fin rapidement, car de rester ainsi, le pied sur la nuque d'un autre, répugne à mes sentiments, tandis que l'interminable conflit des intérêts et des partis répugne à ma raison. » Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz. Clausewitz était un Prussien. Il détestait les Français. Il était un officier. Comme il a écrit lui-même à sa femme, je suis un enfant des camps. Et quels que soient mes efforts, je n'arrive pas à m'identifier à un enfant des camps. Par-dessus le marché, il était vaguement antisémite. Ce qui est vrai, c'est que pour des raisons accidentelles, j'ai été passionné par la logique militaire, que j'ai trouvé un militaire de profession, qui en même temps avait essayé de penser la logique de la guerre d'une manière qui m'a éclairé. Et d'un autre côté, j'ai trouvé chez lui un type d'homme, c'est-à-dire le mélange d'émotions, de passion et de rationalité, qui est le type d'homme pour lequel j'ai une certaine sympathie, probablement parce que je me considère comme un homme passionné de nature et dont les passions sont refoulées par la volonté de rationalité. C'était en 1980. Raymond Aron s'entretenait avec Jean Montalbetti de Clausewitz, comme il l'avait fait quelques années plus tôt avec Roger Pilaudin, le 10 mai 1977. Il y a trois idées simples et fondamentales de Clausewitz qui ont contribué à faire l'histoire. La première, c'est l'idée de la victoire d'anéantissement qu'a retenu l'état-major allemand et qui l'a conduit de victoire en victoire à des catastrophes finales. Sie haben sich totgesiegt, comme on dit en allemand. Laissons de côté cette partie de l'héritage clausewitzien. Le deuxième héritage, c'est la formule « la guerre est la continuation de la politique » par d'autres moyens, qui ne signifie pas du tout ce qu'on lui fait dire d'ordinaire, c'est-à-dire la militarisation de la politique, mais qui signifie exactement le contraire, c'est-à-dire la politisation de l'activité militaire. Tout acte militaire doit être considéré comme un acte politique
Et il veut dire explicitement que rien n'est plus absurde que de formuler un plan de guerre selon des considérations strictement militaires. Or, cette idée, elle a passé chez Lénine, mais Lénine lui a donné un sens différent, c'est-à-dire qu'il a, dans une large mesure, considéré que la politique devait être pensée comme la guerre. Et alors, la troisième idée clausewitzienne qui a fait de l'histoire, c'est une idée qui se trouvait chez tous les patriotes, mais que Clausewitz a exprimée dans le livre 6 sur l'armement du peuple, qu'il avait exprimé également dans ses spéculations à l'époque de 1807-1808, c'est-à-dire c'est la mobilisation du peuple contre l'envahisseur. Mais ce qui a été la transformation de l'idée clausewitzienne par le Parti communiste, ça a été d'utiliser les paysans révoltés contre les envahisseurs pour en faire des soldats d'un parti. Ou si vous voulez, Mao Tse-tung a encadré des émeutes paysannes ou une révolution paysanne afin d'en faire une armée régulière susceptible d'aboutir à une victoire d'anéantissement contre le régime que Mao Tse-tung voulait détruire. Et en ce sens, on retrouve aujourd'hui la trace des idées clausewitziennes. Celle à laquelle tenait le plus l'état-major allemand a disparu, c'est la victoire d'anéantissement, parce que la victoire d'anéantissement avec les armes nucléaires risquerait d'être un anéantissement simultané de l'un et de l'autre. Mais il reste incontestablement l'idée de la guerre populaire ou de la guerre révolutionnaire. Clausewitz, qui au fond était un conservateur, voulait mobiliser les Allemands contre Napoléon, mais non pas les mobiliser contre le roi de Prusse. Mais les conservateurs prussiens, qui étaient bêtes, mais pas tant que le croyait Clausewitz, lui disaient que c'était très gentil de mobiliser les Allemands contre Napoléon, mais que c'était dangereux de leur donner des armes, car mobiliser les peuples contre l'envahisseur, c'était aussi les mobiliser contre leur propre gouvernement. Il n'en reste pas moins que l'idée de la mobilisation populaire contre l'envahisseur peut devenir la guerre révolutionnaire, et du même coup, un des phénomènes majeurs de l'époque que nous avons vécue, depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui. C'est là que là aussi Aron est très profond, c'est que il souligne chez Clausewitz et il reprend à son compte cette espèce de tension continuelle dans ce que Clausewitz appelle l'étrange trinité, c'est-à-dire les buts politiques du chef de l'État, l'intelligence du chef de guerre et le jeu des passions du peuple. Et il y a à chaque fois cette espèce de tendance à l'escalade des passions qui, contrairement, disons, à certains stratèges américains ou français qui voient la guerre uniquement comme un jeu rationnel, et Clausewitz et Aron sont tout à fait conscients de cette montée des passions, du fait qu'on ne peut pas savoir comment ça se passerait, mais d'un autre côté, le fait qu'il y aura passion, il y aura improvisation, il y aura incertitude, malentendu, ne nous autorise pas à jeter le manche après la cognée et à dire bon, mais alors il n'y a rien à faire, toute guerre ira jusqu'au bout, jusqu'à la destruction de la planète. Et donc, à ce point de vue-là, je crois que Aron est contre tout automatisme des armes. Il s'oppose très bien dans Paix et guerre à ces deux théories opposées qui, toutes les deux, mettent l'accent sur les armes. L'une, disons, la paix par le désarmement, il faut absolument faire un État mondial tout de suite parce que les armes nucléaires entraînent la fin de l'humanité. Et l'autre, très populaire en France, du général Gallois ou du général Poirier, consiste à dire, mais au contraire, ce sont les armes qui garantissent la paix, il y a équilibre de la dissuasion et par conséquent, il faut au contraire garder les armes nucléaires et comme toute guerre serait un suicide, donc la guerre n'aura pas lieu. Et pour le pacifisme, je crois qu'il était inquiet par le pacifisme allemand, mais je voudrais rappeler ici, c'est développé dans son dernier livre, presque les dernières pages qu'il a écrites, où, contrairement au conformisme facile de l'antipacifisme français, il dit si vraiment le problème était rouge ou mort, il faudrait dire plutôt rouge que mort, parce qu'on a le droit de choisir le suicide pour soi-même, on n'a pas le droit de le choisir pour sa nation. Je crois que l'expérience personnelle y est pour beaucoup. Raymond Aron a vécu Munich. Et lui savait très bien, il a très bien expliqué comment, si les Français s'étaient décidés à arrêter Hitler en Rhénanie,
peut-être la guerre mondiale aurait-elle été évitée. Alors, c'est le thème aronien. Et ça, c'est ce qui préoccupait Raymond Aron dans son dernier livre, Les dernières années du siècle. L'Europe est le territoire où sont installés les missiles, et c'est l'Europe qui est le terrain miné, prêt à exploser. C'est le socle de l'explosion nucléaire. Alors, nous disait-il, on ne peut pas s'en remettre ni aux États-Unis, ni à l'URSS pour la paix de l'Europe. Absolument. Je crois qu'il le dit lui-même, il pensait au livre de Spengler des années 30, les années décisives, et je me rappelle le disant à la dernière conversation que nous avons eue, et je crois que c'est également dans le manuscrit, où il dit, bon, je pense à ce petit livre, mais je ne vois aucune raison pour que les dernières années du siècle soient spécialement des années décisives, et si vous voulez, on pourrait dire que successivement, dans la période de détente, il s'opposait aux gens qui croyaient que la paix était arrivée, qu'on allait sortir soit de l'équilibre de la terreur, soit de l'opposition des deux systèmes grâce à la maîtrise des armements, grâce aux accords SALT, grâce à la conférence d'Helsinki. Et inversement, actuellement, dans ces dernières années, il réagissait à la fois contre la panique des pacifistes qui voyaient la guerre à cause des armes nucléaires ou de l'aventurisme du président Reagan, et contre le pessimisme de certains d'ailleurs de ses amis, qui voyaient le grand danger de guerre à cause du danger soviétique, à cause de l'URSS vouée à une expansion sans fin. Et donc, il pensait que l'équilibre nucléaire tenait quand même et que malgré tout, l'Europe était plus protégée que les autres continents où les guerres classiques continuaient de plus belle. Et d'autre part, sur le plan de l'Union soviétique, alors il était l'un des premiers à avoir reconnu Hannah Arendt, à avoir souligné le caractère totalitaire de l'URSS, mais il réagissait contre ceux pour qui l'URSS n'était pas soumise aux mêmes contraintes économiques ou stratégiques que les autres États. Il pensait que l'URSS, malgré tout, n'était pas dirigée par un fou du type Hitler et qu'elle n'avait aucun intérêt quand même à faire la guerre. Un coup de pied au cul et crac, les héros partent à l'attaque et ils rampent dans la crotte, dans les choux et les carottes, et désamorçant les mines, ils se goinfrent de vitamines. Encore 1 kilomètre jusqu'au village, dit le panicard. Quand j'étais à la compagnie de réserve, il nous arrivait d'en faire plus. Oui, mais on avait un stimulant, dit le déviationniste. On avait droit à 5 choux et 50 carottes par empine. Ah, c'était la belle vie quand même, dit le panicard. Arrêtez de fumer, dit le lieutenant. Rappelez-vous les gars, dans notre situation, c'est celui qui se jette sur les embrassures qui a des chances de rester en vie. En avant! Arrachant péniblement leurs pieds couverts d'une boue collante, les gars montèrent à l'assaut du village. Au bout de 100 pas, le lieutenant tomba. Les soldats amnistiés et condamnés se couchèrent dans la boue. À l'arrière, les mitrailleuses crépitèrent. Le lieutenant se leva, fit un pas en avant et retomba pour toujours. Alors se leva le déviationniste, puis le panicard, puis tous ceux qui restaient encore en vie, et ils continuèrent à avancer. Le lieutenant était resté dans la boue. Il avait de la chance, il était mort. C'est pourquoi il devait encore vivre. D'une vie fictive, il est vrai. Il critique une autre interprétation de la guerre, tout aussi déterministe et mécaniste que l'interprétation de la guerre par l'impérialisme, et qui serait l'interprétation de la guerre par l'idéocratie. Alors, si on fait de l'URSS un État purement idéocratique, c'est-à-dire purement mené par une aberration idéologique, un État mystique, alors à ce moment-là, le tout est possible et la catastrophe est envisageable. Mais l'un de ses plus chers amis, Alain Besançon, qui avait cette tentation, a été très vigoureusement critiqué par Raymond Aron dans des pages très intéressantes. Il nous dit que lui voudrait, Raymond Aron, liquider 2 idées aberrantes, que l'URSS est menacée d'effondrement et donc acculée à la guerre. Et la deuxième idée aberrante, c'est que l'URSS n'a pas d'économie. Exactement. Et je trouve qu'on trouve déjà tout ça bien avant qu'Alain Besançon ait écrit ses livres dans le compte-rendu
dans l'article que Raymond Aron a fait au début des années 50 sur le grand livre d'Hannah Arendt sur le totalitarisme. Et il disait par rapport à Hannah Arendt, comme par rapport à Besançon, bien sûr, il y a cette logique idéocratique, il ne la niait pas, il y a la logique totalitaire, mais elle entre en conflit, et par là même elle se combine avec d'autres logiques, celle du développement économique ou celle de la tradition nationale. Je crois qu'au fond, on retrouve toujours cette préoccupation présente dès l'introduction à la philosophie de l'histoire, et également dans l'opium des intellectuels, de dire que il est faux que l'histoire soit absurde. On découvre des logiques, on découvre des sens, mais ce sont des sens particuliers et on n'a pas une clé de l'histoire globale. Donc il faut toujours voir quand des séries indépendantes se rencontrent, mais ne pas en prendre une, ne pas parce qu'on a trouvé un modèle qui a sa logique qu'il reconnaît, ne pas substituer ce modèle à la réalité, que ce soit pour l'économie, pour le modèle du marché, que ce soit pour la politique, pour le modèle du totalitarisme. Il a toujours eu cette double démarche de dégager une logique, mais ensuite de la confronter à d'autres logiques, et pour dire que la réalité est faite à la fois de nécessité, d'accidents et de choix des hommes, et qu'il n'y a pas de fatalité, ni celle du totalitarisme, ni pas plus que celle du capitalisme ou de l'impérialisme. Aron lui-même, justement, disait « Je refuse de penser que le totalitarisme est le fruit inévitable des Lumières ou de la philosophie allemande. Je continue à croire à la raison. » Et c'est cet attachement à la raison et en même temps la reconnaissance qu'il y a autre chose, qu'il y a, comme dirait Besançon, le mal, qu'il y a l'irrationnel, qui donne cette tension chez Raymond Aron d'une rationalité qui a toujours à être reconquise sur les forces de l'irrationnel. Couchez-vous ! Cria la voix de l'officier d'ordonnance qui s'était plaqué au sol. Le prince André restait debout, indécis. La grenade fumante tournait comme une toupie entre lui et l'officier d'ordonnance à terre, à la limite du champ et de la prairie, près d'une touffe d'armoise. Est-ce vraiment la mort ? Pensait le prince André, en contemplant d'un regard tout nouveau, chargé d'envie, l'herbe, l'armoise et le filet de fumée qui montait de la boule noire, tournoyante. Je ne peux pas, je ne veux pas mourir. J'aime la vie, j'aime cette herbe, cette terre, ces terres. Le prince André ouvrit les yeux et fut longtemps sans comprendre ce qui se passait autour de lui. La prairie, les armoises, le champ, la boule noire tournoyante et son élan passionné d'amour de la vie lui revinrent à la mémoire. Mais qu'importe maintenant, se dit-il. Qu'y aura-t-il là-bas? Et qu'était-ce ici? Pourquoi ai-je eu de la peine à quitter la vie? Il y avait dans cette vie quelque chose que je ne comprenais pas et que je ne comprends toujours pas. Glacé, je ne le fus jamais, mais je donnais souvent l'impression de l'être. Pourquoi? Par pudeur? Par refus de mêler les genres? Par obéissance à Spinoza, ne pas tourner en dérision les actions humaines, ne pas les déplorer ni les maudire, mais les comprendre? Un peu de tout cela, et probablement quelque chose de plus mystérieux. Une vie, une
Raymond Aron, entre ruse et raison. Une émission proposée par Pascal Werner et réalisée par Jean-Claude Loiseau. Avec Edgar Morin, Pierre Asner, Pierre Manant, Jean-Louis Misica. Michel Vitold a lu Alexandre Zinoviev, Alexandre Solzhenitsyn et Léon Tolstoï. Henri Mahler, Les conseils à un jeune commerçant de Benjamin Franklin, extrait de L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Jean-Louis Jacopin a lu les textes de Raymond Aron. Mémoire, 1983, L'opium des intellectuels, 1955, Essai sur les libertés, 1963, Avez-vous lu Veblen, préface à la théorie de la classe de loisirs. Les extraits de Radioscopie de Jacques Chancel, 1969, Yves Mourouzi, Interactualité, 14 décembre 1968, Mot à mot, Jacques Pogam, 28 mars 1977, Après-midi de France Culture, Jean Montalbetti, 20 février 1980, Dialogue de Roger Pilaudin, 10 mai 1977, ont été réunis par Janine Peset, Archives, Phonothèque INA. Prise de son, Jean-Pierre Zing, Philippe Dupin, Claude Jubier. Mixage, Édouard Campras, Jean-Michel Coqui.